tout était timé, où on refusait même certaines personnes qui avaient des maladies ou des pathologies particulières qu'on ne pouvait pas prendre en charge comme il fallait, en fait. Et donc, du coup, je me suis tournée vers Transition Pro qui m'a sauvée pour faire le métier de mes rêves. Bonjour, c'est une nouvelle reconversation 2.0 intime aujourd'hui. Nous allons accueillir Mélissa. Bonjour. Bonjour. Alors, Mélissa, vous avez un parcours de vie particulier, vous avez évolué, vous êtes passé par différentes étapes. Vous allez nous raconter tout ça en détail. Au départ, vous faisiez quoi ? J'étais esthéticienne. Donc j'ai terminé mes études et j'ai travaillé dans l'esthétique pendant plusieurs années. Et puis je trouvais que ça manquait cruellement de soins à la personne, de compléments, de vraiment être auprès des personnes qui sont les plus fragilisées, qu'on ne pouvait pas voir. Du coup, j'ai décidé de changer de voie. Attendez, restons d'abord sur votre métier. Esthéticienne, on connaît le mot, mais en fait, ça recouvre quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous avez quel genre de cliente ? J'ai travaillé dans différents instituts où j'ai eu un peu différents types de clientèle, que ce soit plus aisée, moins aisée, avec différents types d'âge où on proposait plusieurs soins. Ça pouvait être des épilations, des soins du visage, des soins du corps, des maquillages, des soins des mains, où en fait tout était timé, où on refusait même certaines personnes qui avaient des maladies ou des pathologies particulières qu'on ne pouvait pas prendre en charge comme il fallait, en fait. D'accord. Et c'était ça qui vous posait problème ? C'était ça qui me posait problème, en fait, le manque de temps, manque de soins, le côté humain, en fait, me manquait cruellement. Vous avez fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait 6 ans d'études pour être esthéticienne. Et alors, c'est pas ce qu'il faut de base, hein. Avec un CAP, on peut être esthéticienne, mais j'ai décidé de pousser les études. Et puis après, j'ai continué à travailler un petit peu dans l'esthétique. D'accord. Ça se passait où ? Ça se passait en région parisienne ? Région parisienne, ouais. D'accord. Et puis à un moment donné, ça va plus. Ça me plaisait parce que c'est un métier que j'ai toujours voulu faire, mais il manquait en fait tout le soin, tout l'accompagnement, tout l'humain en fait que j'avais besoin de retrouver. Et qui a priori fait pas partie du métier. Qui a priori alors fait partie du métier quand même, mais en fait on est de vrai et l'est de moins en moins et on était vraiment restreint en fait. On était restreint par le temps, par le mode de vie, par les contraintes aussi, que ce soit vente, que ce soit durée. Enfin on a toujours une hiérarchie aussi au-dessus où il faut aussi penser que ça reste une boîte, il faut que ce soit rentable. Oui, parce que vous n'étiez pas à votre compte, Non. vous étiez... J'étais salariée. D'accord. Voilà. Vous avez travaillé dans plusieurs instituts différents ? Oui. D'accord. Parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs ? C'est ça, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses et puis j'ai eu aussi l'occasion de faire de l'alternance, donc ça m'a aussi forgé pour le reste. Donc, au bout de combien de temps vous décidez que là, ça suffit ? Après mon BTS, je suis restée encore à peu près 1 an et puis après j'ai décidé de changer. D'accord. Et à ce moment-là, pardon de rentrer dans votre intimité, vous étiez seul, vous aviez quelqu'un, vous viviez avec quelqu'un ? Non, j'étais seule. Vous étiez seul, Oui. Donc totalement libre. L'entourage, la famille, les copains vous ont dit mais non, continue, ou vous ont encouragé à... Alors j'ai toujours été soutenue, que ce soit avec mes amis ou ma famille, mes proches. Donc en fait, quand j'ai entendu parler de la socio-esthétique, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et dès que j'ai soumis l'idée, j'ai tout de suite été encouragée par, que ce soit mes anciens professeurs, que ce soit mon entourage, que ce soit... Je me suis sentie vraiment épaulée. J'étais pas seule. Je comprends presque tout ce que vous dites, sauf le mot socio-esthétique. Alors, c'est le métier du coup que je fais actuellement. Donc, je propose des soins aux personnes qui sont fragilisées, donc des soins gratuits. Comme ça, il n'y a aucun jugement de valeur, où il n'y a pas de durée dans le temps. Et c'est vraiment des soins auprès de personnes fragilisées, que ce soit physiquement ou psychiquement. Donc, c'est-à-dire que j'interviens plus dans des instituts, mais dans les hôpitaux, dans des EHPAD, dans des centres sociaux pour les personnes en réinsertion. Ça peut être vraiment dans des catégories socio-professionnelles différentes aussi, ou même au travail, quand il y a des problématiques de burn-out, ce genre de choses, on peut intervenir aussi dans les milieux. Donc c'est un métier très vaste qui touche le social, le médico-social et le médical. Pardon. Donc, vous nous dites que vous avez entendu parler de ce métier à un moment donné. Ça s'est passé comment ? Vous l'avez découvert comment ? Alors déjà, j'ai eu des professeurs qui m'ont parlé. D'accord. Pendant le BTS ? En BTS. Puis j'en ai entendu parler autour de moi, j'ai fait mes recherches aussi.
Et puis de fil en aiguille, en cherchant bien, on trouve. D'accord. Et là, vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Et vous avez fait comment pour réussir à le faire? Eh bien, je me suis renseignée dans des salons d'esthétique où vous avez des parties socio-esthétiques et des écoles de socio-esthétique qui sont là, qui présentent leurs projets. Je me suis beaucoup renseignée par Internet aussi, ou auprès de personnes qui avaient fait les différentes écoles, ou auprès de socio-esthéticiennes qui étaient déjà formées, en fait. Et pour réussir à le faire, vous êtes demandé comment ça pouvait s'organiser, j'imagine. C'est ça. Alors, je me suis dit déjà dans quelle école je vais aller, ou après avoir fait mes recherches, s'il y a vraiment une école qui est reconnue par l'État, en fait, où vous avez un titre RNCP à la fin, c'est l'école du CODES qui est sur Tours. Et donc, je me suis dit, en voyant en fait les valeurs de l'école, la façon dont ils vous forment et les qualités en fait requises, je me suis dit mais c'est l'école où il faut que j'aille en fait. Donc je me suis donné les moyens de bien chercher, de trouver. C'est quoi ces moyens? Et bien, ça a été de contacter l'école, ça a été de faire des démarches auprès de socio-esthéticiennes, ça a été de contacter Transition Pro, et parce que c'était quand même une école c'est une école qui est payante, où vous pouvez trouver des différents financements, mais il faut aussi chercher. Donc j'avais eu un refus de la part de Pôle emploi, où ils n'ont même pas trop essayé de chercher d'ailleurs à financer. Et donc du coup, je me suis tournée vers Transition Pro qui m'a sauvée pour faire le métier de mes rêves. Donc ça veut dire que vous avez pu intégrer cette école. Oui. Vous y avez passé combien de temps? 6 mois. D'accord. 6 mois avec des périodes de stage, des périodes en présentiel, en distanciel, une semaine en région parisienne aussi, sur Paris. Donc c'est vraiment une formation très complète. D'accord. Et vous nous dites que le diplôme à la sortie de cette école, c'est? Le diplôme de socio-esthéticienne. De socio-esthéticienne, d'accord. Et dans la foulée, vous avez tout de suite... vous avez quel statut maintenant? Vous travaillez... Alors, déjà, j'ai été très bien suivie par l'école. En fait, on vous lâche pas comme ça. Ou derrière, on vous envoie des offres d'emploi, on essaie de savoir où vous en êtes. Vous êtes formé sur tous les domaines, que ce soit médical, médico-social, social, en management, parce que derrière, on peut avoir différents statuts. Donc, il peut y avoir des statuts de salariés, où du coup, je suis sur 3 jours par semaine salariée d'une association qui s'appelle Estime. Du coup, ma responsable nous salarie, différentes socio-esthéticiennes. Elle utilise des fonds de dotation pour pouvoir nous salarier et ne pas faire payer les patients. Et à côté de ça, je suis également à mon compte 2 jours par semaine où je travaille dans 2 hôpitaux. D'accord. Et pour l'association, vous intervenez, donc vous nous disiez, dans des EHPAD, des endroits comme ça? Alors là, j'interviens à l'hôpital. Je suis principalement, moi, dans le milieu médical. Mais je suis ouverte aussi au social et au médico-social. J'ai aussi des journées... ça peut être aussi des journées ponctuelles, comme Octobre Rose, la journée de la femme, ce genre de choses. Ou par exemple, là, je vais intervenir le jour de la journée de la femme dans un centre social pour des femmes, des jeunes femmes victimes de violences ou des jeunes femmes fragilisées. Le but, finalement, de ce métier, c'est de leur redonner une autre image d'elles-mêmes. C'est ça. En fait, comme je dis, on intervient un peu comme un rayon de soleil dans un moment nuageux. C'est-à-dire que quand on est à l'hôpital, au plus bas, qu'on a été victime de différentes violences, que ce soit physiques, verbales, ou même quand on est fragilisé par l'âge, on est souvent pas bien, on manque d'estime de soi, et c'est vraiment... Le fait de vraiment d'apporter du bien-être en fait au corps et d'en apporter également à l'esprit. Et c'est ce combiné des deux qui fait le beau métier de la socio-esthétique. Le beau métier. Oui, on sent que vous vous réalisez là-dedans. Je suis passionnée. C'est ce que vous attendiez depuis le début en fait quand vous aviez... C'est ce que j'attendais, oui. C'est ce que j'attendais, mais je connaissais pas en fait. Je connaissais pas parce que c'est un métier qui est peu connu, où il y a peu de place. Et en fait, je connaissais pas, mais c'est ce qu'il me fallait. Et puis on se rend compte qu'il y a aussi un parcours personnel et professionnel qui fait qu'on en arrive là, et c'est pas par hasard. Donc voilà, forcément, on est touché par ce métier. Et les lieux d'exercice potentiels connaissent l'existence de votre métier, le demandent beaucoup? Alors pour certains, oui, il y en a qui sont au clair dessus, qui recherchent des socio-esthéticiennes. Et d'autres pour lesquels en fait où il faut démarcher, il faut envoyer des projets et puis proposer également nos soins et voir en fait, comprendre aussi le but de la socio-esthétique et voir ce qu'on peut apporter. Et vous travaillez en binôme avec d'autres métiers sociaux, si j'ose dire? Alors, avec les psys ou des gens comme ça? Totalement. Alors en fait, par exemple à l'hôpital, on n'est jamais tout seul, on travaille avec toute l'équipe pluridisciplinaire.
On garde aussi contact avec des socio-esthéticiennes pour que ce soit dispatcher le travail, s'aider entre nous, s'échanger des conseils, mais également avec d'autres types de professions, que ce soit libérales ou pas, en fait. Ça dépend des structures dans lesquelles on intervient. Par exemple, on peut travailler avec des conseillers en images, on peut travailler avec des hypnothérapeutes, on peut travailler avec des psychomotriciens, des kinés. Enfin, c'est vraiment très, très vaste et c'est ça qui fait aussi le fait qu'on soit tous complémentaires et qu'on ait tous quelque chose à apporter pour le bien-être en fait, de la personne et du bénéficiaire. Mais c'est compliqué par moment, non ? Ça ne vous renvoie pas à quelque chose de... Vous n'avez pas face à vous, par moment, des clients, patients, je ne sais pas comment vous les appelez, qui vous renvoient des moments difficiles ? Alors, ça peut arriver, mais ça reste transitoire, en fait, parce que moi, dans ce métier, c'est vrai que je vois plutôt le positif, où je me dis qu'on n'apporte que du bien-être, en fait, à la personne. Donc, franchement, ça va. Et puis, justement, dans l'école du CODES, vous êtes formés à accueillir et à avoir cette émotion qui restera transitoire. Et en fait, on est formé à ça avec des groupes de parole, on a des cours de psychologie, ce genre de choses, où on est prêt quand on arrive sur le terrain. Et puis finalement, les gens se sentent mieux quand vous ressortez de la chambre que quand vous y êtes entré, c'est ça ? Oui. Donc c'est valorisant. C'est très valorisant. Et on en apprend tous les jours et on gagne vraiment... Personnellement, c'est très, très enrichissant. Et quand vous allez dans les soirées en ville, comme on dit, que vous dites ce que vous faites comme métier, les gens réagissent comment ? Ils doivent être surpris parce que c'est pas très connu. Ils sont surpris, ils sont très surpris. Il faut constamment expliquer ce qu'on fait, mais même dans le milieu, dans lequel je travaille, hein, même auprès de médecins, auprès d'infirmières, parfois on connaît pas. Et ben, c'est pas grave, on réexplique, on explique le pourquoi du comment et la beauté du métier. Et c'est constamment se réexpliquer, redire les mêmes choses, mais en même temps, c'est le but du jeu. Justement, on essaye de faire évoluer ce métier. Vous pensez qu'il y a de la place, parce que vous dites qu'il faut en gros le faire connaître, le métier. On peut attirer du monde encore Ah, totalement. Il y a énormément de place, d'autant plus en région parisienne. Le top serait que ça se développe aussi dans des milieux un peu plus ruraux, mais en région parisienne, il y a énormément de demandes. Qui émanent de quel type d'établissement ? Ça peut être des hôpitaux où il y a des budgets, ça peut être des conseils départementaux, ça peut être aussi bien des petites structures telles que des EHPAD, telles que des centres sociaux pour soit des journées ponctuelles, soit des contrats à viser à long terme. C'est très, très variable. Les missions locales pour l'emploi, les choses comme ça aussi. Ce genre de choses, oui. Il y a énormément de demandes et surtout en région parisienne, moi en tout cas personnellement, j'ai la chance d'en recevoir. C'est pas le cas de toutes mes collègues du coup de formation et du coup ce serait bien que les structures fassent plus appel à nous puisqu'il y a un réel bénéfice, mais voilà, ça se développe petit à petit et ça va continuer à se développer. Donc vous nous disiez que vous êtes 3 jours par semaine salarié, 2 jours à votre compte. Les journées à votre compte, c'est plus compliqué à gérer ou ça se remplit bien aussi ? Ça se remplit très bien. Ça se remplit très bien. On vient me chercher. On vient me chercher. Ça se remplit très bien et on vient me chercher. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir autour de moi des amis qui travaillent dans ce milieu-là. Donc il y a aussi le bouche à oreille, le fait d'être motivé. Et puis le positif attire le positif. Donc il faut parfois se donner les moyens. Des fois, il faut rester un peu plus tard le soir pour faire les devis, les factures, remettre des projets, relancer. Mais il y a de la demande. Dans ce parcours que vous venez de nous raconter, il n'y a eu aucun moment d'inquiétude, de doute. La seule chose que vous saviez, c'est que vous vouliez évoluer. Oui. Ça, c'était bon. Mais pendant l'école, par exemple, vous n'êtes pas dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que c'est dur ? Non. Ça a toujours été positif. J'ai des collègues qui ont pu rencontrer des difficultés auprès de différents publics qui peuvent nous toucher plus ou moins, ou du coup on est plus à même d'aller vers soit un côté un peu médical, soit un côté social, voire les deux. Pour le coup, moi, rien ne m'a freinée. Au contraire, comme je disais, je vois vraiment que le positif qu'on en retrouve au niveau des patients, en fait, tout simplement, ou des bénéficiaires. On n'en tire qu'un acte positif, donc quand on ressort, j'ai jamais eu ces difficultés pour le coup. Alors après, je le vois pas forcément comme une reconversion dans le sens où je me dis pas que j'ai totalement changé du coq à l'âne. Ça reste pas le même métier parce qu'on fait vraiment 2 métiers différents avec 2 types d'études différentes et on n'apporte pas les mêmes choses et c'est pas les mêmes personnes. Mais pour le coup, je vois ça comme une continuité. Donc en fait, avec le temps, j'ai déjà évolué. J'ai commencé très tôt à travailler en alternance et à travailler tout court, du coup, dans l'esthétique. Donc je le vois plutôt comme une évolution.
Oui, en fait, la technique de base, elle est là, elle était là. Ce qu'il fallait ajouter, c'était tout le côté humain, finalement. C'est ça, tout le côté humain, et puis adapter aussi le soin aux bénéficiaires. Adapter le soin aux bénéficiaires, puisqu'on ne propose plus du tout les mêmes soins. On ne peut pas proposer, par exemple, un soin à une personne qui est atteinte de cancer comme à une personne qui est handicapée. Donc, c'est aussi tout cet aspect-là et quel point il faudrait aborder pour continuer, en fait, les objectifs de soins ou de vie qui sont déjà présents avec la personne. Et la faire évoluer aussi positivement. Donc pour vous, finalement, la suite, c'est continuer ça un petit peu et puis enseigner aussi, j'imagine, non? Transmettre? Transmettre. Enseigner, pas forcément, mais transmettre, parce que on verra de quoi demain est fait, mais pour le coup, je sais que je suis totalement épanouie dans mon métier, donc je veux quand même garder ce contact direct auprès des patients, mais transmettre, avoir des stagiaires, pouvoir... Voilà, ça serait l'objectif, parce que quand on aime ce qu'on fait, on ne peut que transmettre du positif et transmettre les bonnes manières. Et là, sur cette période de 3 jours, 2 jours dont vous nous parlez, là où vous êtes établi, ça fait combien de temps maintenant que ça fonctionne comme ça pour vous? Depuis septembre. D'accord. Donc c'est en train de s'installer tranquillement et on est en plein dans le... C'est très bien installé même, c'est très bien installé, tout est géré, j'ai mes petits temps, enfin je suis assez organisée là-dessus. Mais pour le coup, je m'y suis prise aussi en avance, par exemple pour créer l'auto-entreprise, pour faire les différentes démarches. Je suis pas partie comme tout le monde 2 mois en vacances. j'ai pris le temps de faire justement tout ça. Et puis maintenant, du coup, ça roule. En fait, quand j'ai commencé en septembre, tout était déjà acté pour commencer sur de bonnes bases, pour commencer l'année. Et tout ça, ça laisse du temps pour vivre? Oui, totalement. Je pratique une activité physique, je vois mes amis, je sors. Et c'est ce qu'il faut aussi. Il faut trouver ces moments ressources aussi, je pense, dans ce métier, parce qu'on reçoit énormément d'émotions, d'humains, même si je le vis pas mal, mais parfois on se rend compte qu'il nous faut quand même des moments ressources où il faut quand même savoir évacuer aussi les émotions et passer du temps avec nos proches ou faire les choses qu'on aime. Voilà. Et je le laisse le temps. Ben voilà une belle... progression, un beau parcours de vie et qui semble effectivement être tout à fait épanouissant. Ah, totalement. S'il fallait recommencer, je le ferais 1000 fois. Donc cette évolution, elle s'est passée avec l'aide de Transition Pro. Ça s'est passé comment, les rapports? Alors, il y a eu les premières démarches où il a fallu remplir les dossiers, où vous avez été très réactifs. Donc, dès que j'ai eu des questions auprès de Transition Pro, je pouvais appeler. Et puis, quand je suis rentrée directement dans l'école, donc il fallait envoyer les fiches de présence à Transition Pro. Et je me souviens que la première, il y avait eu un petit couac où du coup, je m'étais dit il faut l'envoyer comment, etc. Donc, j'ai appelé Transition Pro directement. Et en fait, vous avez été hyper réactifs. Donc, j'ai appelé, j'ai eu un monsieur, d'ailleurs, je me rappelle, très gentil au téléphone, qui m'a dit vous inquiétez pas, vous l'envoyez sans problème. Et en fait, ça a coulé de source. Et puis, dès que j'avais une question, je pouvais rappeler et vous étiez toujours disponible. Voilà, avec Mélissa, on vient d'avoir un nouvel exemple de ses parcours de vie accompagnés par Transition Pro. On en aura d'autres dans les prochains épisodes. À bientôt.